Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation en direct. Dans la petite collection NRF Poésie Gallimard, à laquelle j'ai souvent recours, Marguerite Yourcenar a rédigé une présentation critique du poète grec Constantin Cavafy, une présentation qui éclaire avec pertinence les 154 poèmes qu'elle a traduits du grec avec le concours de Constantin Dimaras. Le corpus des 154 poèmes respecte la première édition originale de 1935, de 2 ans postérieurs à la mort du poète. S'il est un vocable apte à caractériser la poésie de Cavafy, c'est bien celui d'alexandrine, de poésie alexandrine. Non seulement parce que Cavafy est né à Alexandrie d'Égypte en 1863, une ville qu'il a passionnément aimée et peinte, on pourrait penser aux liens qui unissent aussi étroitement une ville et un poète au rapport qu'il y a entre Lisbonne et Fernando Pessoa, par exemple, mais surtout parce que nombre des poèmes de Cavafy évoquent la période dite hellénistique qui s'étend de la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ à la défaite de Cléopâtre et de Marc-Antoine à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. L'édition mentionnée comporte des notes fort utiles aux lecteurs peu familiarisés avec l'histoire des 3 royaumes hellénistiques, la Macédoine des Antigonides, l'Égypte des Lagides, autrement nommée dynastie ptolémaïque, et l'empire séleucide d'une impressionnante étendue géographique. Mais le propos de Cavafy n'est pas celui d'un historien rigoureux. Comme le précise en effet Marguerite Yourcenar, je la cite, « Sa méthode historique s'apparente à celle de Montaigne. Il extrait d'Hérodote, de Polybe, de Plutarque, d'obscurs chroniqueurs du Bas-Empire ou de Byzance, des exemples, des conseils, parfois de très précis, excitants, amoureux. Il est essayiste, moraliste, humaniste surtout. » Elle ajoute, et je cite ce long passage, « Le poète s'attache de préférence à une période de l'Antiquité connue surtout des seuls spécialistes, aux 2 ou 3 siècles de vie cosmopolite qui suivirent dans l'Orient grec la mort d'Alexandre. Son humanisme n'est pas le nôtre. Nous héritons de Rome, de la Renaissance, de l'académisme du XVIIIe siècle, une image héroïque et classique de la Grèce, un hellénisme de marbre blanc. Notre histoire grecque a pour centre l'acropole d'Athènes. L'humanisme de Cavafy passe par Alexandrie, par l'Asie mineure, à un moindre degré par Byzance, par une complexe série de Grèces de plus en plus éloignées de ce qui nous paraît l'âge d'or de la race, mais où persiste une continuité vivante. N'oublions pas d'ailleurs que c'est par méprise qu'alexandrinisme fut longtemps tenu chez nous pour synonyme de décadence. C'est sous le règne des successeurs d'Alexandre, c'est à Alexandrie, c'est à Antioche que s'est élaborée cette civilisation grecque hors les murs, où vinrent se fondre les apports étrangers, où le patriotisme de la culture prit le pas sur celui de la race. Nous appelons grecs, disait déjà Isocrate, non seulement ceux qui sont de notre sang, mais encore ceux qui se conforment à nos usages. Cavafy appartient par toutes ses fibres à cette civilisation de la koiné, de la langue vulgaire, à cette immense Grèce extérieure due à la diffusion plutôt qu'à la conquête, patiemment formée et reformée au cours des siècles, dont l'influence s'attarde encore dans le Levant moderne des armateurs et des marchands. Je rappelle que la koiné désigne, ce qu'on appelle le koiné dialectos, c'est-à-dire
la langue commune du monde grec aux époques hellénistiques et romaines. Marguerite Yourcenar s'attache aussi à regrouper les poèmes de Cavafy sous forme de cycles. Ainsi trouvera-t-on un cycle Ptolémée-Séleucide, qu'on pourrait appeler aussi Chute des monarchies hellénistiques, Victoire de Rome, un cycle alexandrin, César, Césarion, Antoine, un cycle païen chrétien, avec par exemple la figure de l'empereur Saint Julien l'Apostat, ou encore un cycle qui obéit au genre traditionnel de l'élégie érotique ou de l'épigramme funéraire fictive. Relativement à ces épigrammes, ou épitaphes même parfois, ce sont les équivalents masculins des jeunes Tarentines et des Clyties de cet autre poète d'ascendance à demi-grecque que fut André Chénier. Mais, au-delà de cette arborescence par cycle, que l'on n'a pas tous nommée, 3 branches maîtresses se distinguent en une juxtaposition ou alternance que Yourcenar qualifie justement d'alexandrine. Le poème érudit, la scénette populaire, l'épigramme érotique. Enfin, Marguerite Yourcenar ne se départit pas de son sens critique en affirmant par exemple, je la cite, « J'ai donc résisté à la tentation de supprimer çà et là telle pièce qui me semblait trop hérissée d'abstruses allusions historiques, trop concertée, trop empreinte d'une complaisance ou d'une mollesse à laquelle Cavafy n'a pas toujours su renoncer ou tout simplement insipide. » Lisons à présent, justement, pour juger des affirmations de Yourcenar, lisons à présent quelques-uns des poèmes de cette arborescence. Tout d'abord, le poème intitulé « Cierge ». Les jours de l'avenir se tiennent devant nous comme une rangée de petits cierges allumés, petits cierges dorés, chauds et lumineux. Les jours passés restent en arrière, morne rangée de cierges éteints. Les plus proches fument encore, cierges froids, fondus et courbés. Je ne veux pas les voir. Leur aspect m'attriste, et m'attriste aussi le souvenir de leur clarté. Je regarde devant moi mes cierges allumés. Je ne veux pas me retourner, ne pas voir avec effroi combien vite s'allonge la ligne sombre, combien vite augmentent les cierges éteints. Autre poème intitulé « Les âmes des vieux ». Dans leurs vieux corps usés se tiennent les âmes des vieux. Comme elles sont tristes, les pauvres, et comme elles s'ennuient de la vie misérable qu'elles mènent, comme elles tremblent de la perdre, et comme elles l'aiment, ces âmes déconcertées, contradictoires, assises, tragicomiques, dans leur vieille peau ravagée. Et je voudrais faire entendre maintenant un poème célèbre de Cavafy qui s'intitule « Ithaque » et qui est lu cette fois par le comédien Guillaume Gallienne. Quand tu prendras le chemin d'Ithaque, souhaite que la route soit longue, pleine d'aventures, pleine d'enseignements. Les lestrigons et les cyclopes, ne les crains pas, ni la colère de Poséidon. Jamais tu ne trouveras rien de tel sur ton chemin si ta pensée reste élevée, si une émotion rare étreint ton esprit et ton corps. Les lestrigons et les cyclopes, tu ne les rencontreras pas, ni l'irascible Poséidon, si tu ne les transportes pas dans ton âme, si ton âme ne les fait pas surgir devant toi. Souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été où, avec quel plaisir et quelle joie, tu découvriras des ports que tu n'as jamais vus. Arrête-toi dans les comptoirs phéniciens pour te procurer de précieuses marchandises, ambre, corail, ébène, nacre et capiteux parfums de toutes sortes, le plus que tu pourras de capiteux parfums. Visite aussi beaucoup de villes égyptiennes et n'aie de cesse de t'instruire auprès de ceux qui savent.
Garde toujours Ithaque présente à ton esprit. Y parvenir est ta destination finale, mais ne te hâte surtout pas dans ton voyage. Mieux vaut le prolonger pendant des années et n'aborder dans l'île que dans ta vieillesse. Riche de ce que tu auras gagné en chemin, sans attendre d'Ithaque aucun autre bienfait. Ithaque t'a offert ce beau voyage. Sans elle, tu n'aurais pas pris la route. Elle n'a rien de plus à t'apporter. Et même si elle est pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. Sage comme tu l'es, avec une expérience pareille, tu as sûrement déjà compris ce que les Ithaques signifient. Je lis à présent un autre poème. Presque tous les poèmes que je lis sont présentés dans l'ordre chronologique. Je dois préciser d'ailleurs que je ne les lis pas dans la traduction de Marguerite Yourcenar, mais que je les lis dans une autre traduction d'Ange Vlachos aux éditions Héros Limite. Cette fois-ci, c'est un poème intitulé « Les pas ». Sur un lit d'ébène, orné d'aigles de corail, Néron dort profondément, inconscient, tranquille, heureux, épanoui dans la vigueur de sa chair et la belle ardeur de sa jeunesse. Mais dans la salle d'albâtre, qui renferme l'antique larraire des aéronobarbes, comme ces lards sont inquiets, les petits dieux domestiques tremblent, cherchent à cacher leur corps chétif, car ils ont perçu une clameur sinistre, une clameur mortelle qui monte l'escalier. Et maintenant, défaillants, les misérables lards s'enfoncent tout au fond du larraire, l'un l'autre se poussant et se heurtant. Un petit dieu sur l'autre tombe. Ils ont compris quelle est cette clameur. Ils ont déjà perçu les pas des Érinies.
autre poème intitulé « Loin ». Je voudrais dire cette souvenance. Mais voilà, elle s'est effacée. Presque rien n'en reste. Car elle gît très loin dans les premières années de mon adolescence. Une peau comme faite de jasmin. Août, était-ce en août? Cette soirée, à peine si je me souviens des yeux, ils étaient, je crois, bleus. Ah oui, bleus, d'un bleu de saphir. Un autre texte intitulé « Gris ». En regardant une opale grise, je me rappelais deux beaux yeux gris que je vis il y a 20 ans peut-être. Nous nous sommes aimés 1 mois, puis il s'en alla, à Smyrne, je crois, pour y travailler. On ne s'est jamais revus. Ces beaux yeux gris, Sylvie, ont dû se ternir. Le beau visage a dû se faner. Mais toi, mémoire, garde-les tels qu'ils étaient. Et toi, mémoire, fais renaître en moi ce soir de cet amour tout le possible. Un autre poème intitulé « Au mois d'Atyr ». Je lis avec peine sur la pierre antique « Seigneur Jésus-Christ ». Je distingue les mots « âme », « au mois d'Atyr », « Lucius s'est reposé ». Pour l'âge, il a vécu et le chiffre 27 indique qu'il est mort jeune. Parmi les lettres usées, je vois « il alexandrin ». Suivent 3 lignes très mutilées, mais je déchiffre quelques mots tels que « larmes à nous », douleur, puis encore « larmes » et « notre deuil à nous », ses amis. Je crois que Lucius a dû être très aimé. Au mois d'Atyr, Lucius s'est reposé. Un autre poème intitulé « Dans le port ». Jeune homme de 28 ans, Émis est arrivé sur un navire de Tinos, en ce port syrien, pour s'instruire dans l'art de parfumeur. Mais pendant la traversée, il est tombé malade. À peine débarqué, il est mort. Son enterrement, très pauvre, a eu lieu ici. Quelques heures avant de mourir, il a murmuré quelque chose pour sa maison, pour de très vieux parents. Mais qui sont-ils? Nul ne le sait, ni quelle est sa patrie dans le vaste monde grec. Tant mieux, car tandis qu'il gît inanimé dans ce port, ses parents doivent l'espérer toujours vivant.
Autre poème intitulé « Le délai de Néron ». Quand Néron apprit l'oracle qui lui venait de Delphes, il ne s'inquiéta pas qu'il craigne les 73 années. Il avait encore le temps de jouir. Il a 30 ans et le délai que lui donne le Dieu lui fournit de grandes marges pour parer aux dangers à venir. Maintenant, il rentrera à Rome, un peu fatigué, mais délicieusement las de ce voyage, qui n'était que jour de plaisir, théâtre, jardin, gymnase, belles soirées des villes d'Achaïe. Ah, surtout, la volupté des corps nus. Voilà pour Néron. Et en Espagne, Galba, en secret, rassemble et exerce son armée, le vieillard de 73 ans. Autre texte intitulé « Depuis 9 heures ». Minuit et demi. Le temps a vite passé depuis 9 heures, quand j'ai allumé ma lampe et me suis assis ici. Je restais sans lire, sans parler. Avec qui parler tout seul dans cette maison? L'image de mon jeune corps, depuis 9 heures, quand j'ai allumé ma lampe, vint me trouver, me rappeler des chambres closes, parfumées, des voluptés anciennes. Quelles audacieuses voluptés! L'image a fait aussi passer devant mes yeux des rues méconnaissables aujourd'hui, des locaux animés qui ne sont plus, des théâtres et des cafés qui furent une fois. L'image de mon jeune corps vint aussi m'apporter les souvenirs douloureux, deuil de famille, séparation, sentiment des miens, sentiment des morts si peu appréciés. Minuit et demi, comme l'heure a passé, minuit et demi, comme les années ont passé. Un autre poème intitulé « Devant la maison ». Hier, en marchant dans un faubourg, je passais devant la maison où j'entrais quand j'étais jeune. Dans cette maison, l'amour avait saisi mon corps avec sa force exquise. Et hier, comme je passais dans cette vieille rue, tout s'embellit soudain du charme de l'amour. Les magasins, les trottoirs, les pierres et les murs, et les balcons et les fenêtres. Plus rien n'y était laid. Et comme, arrêté, je regardais immobile la porte, m'attardant devant la maison, tout mon être exhalait la voluptueuse émotion qu'il avait conservée. Un autre poème intitulé « Du navire ». Ce croquis au crayon lui ressemble sans doute. Vite fait sur le pont du navire, un délicieux après-midi avec autour de nous la mer ionienne. Il lui ressemble, mais ma mémoire le présente plus beau. Il était sensuel jusqu'à la souffrance et cela éclairait son visage. Il m'apparaît plus beau maintenant que ma pensée l'évoque hors du temps. Hors du temps. Toutes ces choses sont très lointaines, et le croquis, et le navire, et l'après-midi. Voilà, au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord le texte Ithaque, lu, comme je l'ai dit, par le comédien Guillaume Gallienne. Puis, vous avez pu entendre une musique byzantine, épique byzantine,
la danse des acrités. Et c'est grâce au technicien Antoine que je sais que les acrités sont des sortes de guerriers gardiens justement de l'Empire byzantin. Et enfin, vous avez pu entendre une gnossienne, la 5e gnossienne d'Erik Satie, interprétée par Anne Kefelec. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.